Bon 1er mai, notre invité est Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Le FN coupé en deux, ça vous fait sourire? Je m'en fiche. Monsieur Letellier, depuis 130 ans, le 1er mai, c'est la fête du monde du travail pour faire réduire le temps de travail et disposer de sa vie. Le 1er mai, monsieur Letellier, regardez bien, c'est ça. Le 1er mai français, les ouvriers vinrent avec un triangle de cuir rouge. 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loisirs. Et à la dernière guerre, les amis de Madame Le Pen en Autriche et en Allemagne ont collé ça à nos déportés. Par conséquent, le 1er mai, je ne m'intéresse pas vraiment à la famille Le Pen parce que je trouve que c'est presque indécent. Merci Jean-Luc Mélenchon pour cette première réaction. On en parlera évidemment du 1er mai, de la loi El Khomri, notamment tout à l'heure avec vous. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Député européen, parti de gauche, candidat à l'élection présidentielle. Et dans un an, à cette date-là, nous serons entre les deux tours de l'élection présidentielle justement. On saura qui sont les deux finalistes pour l'Elysée. En ferez-vous partie? La marche est haute. Imaginez maintenant que vous soyez au second tour de mai 2017. Qui serait là, aujourd'hui, à vos yeux, votre adversaire idéal? Quel qu'il soit, il sera le bienvenu, puisque le peuple français l'aura désigné. Mais quand même, au passage, notons l'archaïsme de tout ce système. Cette espèce de course où à la fin il reste deux personnes et vous êtes obligé de choisir l'une d'entre elles. C'est comme ça. Alors que vous n'avez pas envie. Mais qui aimeriez-vous combattre? D'abord, j'aimerais que mes idées s'appliquent, quoi. Déjà pour commencer, qu'on ne soit pas dans cette situation. Parce que si je m'y trouvais, quel qu'il soit en face, évidemment, ça va être soit la droite Cro-Magnon, soit la droite Néandertal. Donc je préférerais les plus avancés. Ça serait meilleur pour notre peuple qui ait une discussion qui est un choix sur le fond. Alors, peu importe lequel, franchement, peu importe lequel, du moment que l'on puisse parler du fond et que l'on puisse confronter deux projets. Il est clair qu'aujourd'hui, dans l'espace politique français, il y a au milieu le gros de la troupe qui est d'accord avec le traité, avec le libre-échége, avec le capitalisme tel qu'il est. C'est peut-être en train de changer, on va voir. Oui, on va voir, mais c'est des paroles verbales. Et puis de chaque côté, d'une manière un peu centrale dans le peuple français, il y a la vision de Madame Le Pen, qui est une vision de la nation française ethniciste, et une vision qui est la mienne, qui est une vision égalitaire et humaniste. Voilà. Donc vous êtes en train de dire un face-à-face Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ça donnerait un vrai débat de fond. Mais ça peut l'être aussi avec n'importe quel autre candidat de droite. D'abord parce que, franchement, c'est pas la guerre civile. Dans ce pays, on peut se respecter. Il y a des choses qui sont dites par Monsieur Sarkozy, ou par Monsieur Fillon, ou par Monsieur Juppé. Bon, ce sont des propositions. Elles ne sont pas originales. Elles sont sur la table dans le monde entier. On va commencer, on va y revenir. Mais nous, on est singuliers, les Français, monsieur. Mais on va c'est ça qu'il faut surtout voir. Nous avons un rôle spécial. C'est pas qu'une élection en France pour les Français. Ce que les Français vont décider va contaminer le reste du monde. On va parler de l'image de la semaine qui est le transfèrement de Salah Abdeslam, mis en cause dans les attentats du 13 novembre à Paris, vers la prison de Fleury-Mérogis. Il a été arrêté en Belgique il y a un mois. Il va être surveillé par une caméra dans sa cellule 24 heures sur 24. Ça pose des questions de principe et de droit. C'est un dispositif inédit en France. À vos yeux, est-ce qu'il est justifié? Moi, je ne suis pas de ceux qui ont un avis sur tout. Je sais une chose. On doit avoir une règle de principe. Cet homme est un barbare et nous sommes une nation civilisée. Donc, nous appliquons aussi aux barbares les normes de la civilisation. Et si nous posons des droits, alors ils doivent aussi s'appliquer à cet homme. Écoutez-moi, j'ai une longue expérience de ce genre de sujet. J'ai été, par exemple, témoin au tribunal, au jugement du général Viola et Videla, qui étaient les deux dictateurs de l'Argentine. Les Argentins ont mis leur point d'honneur à permettre à ces deux brutes, qui étaient responsables de 30 000 assassinats, les droits absolus de la défense. Et il y avait un procureur en face d'eux. Donc nous, les Français, nous avons décoré de la Légion d'honneur. Donc Salah Abdeslam a le droit à la même loi que tout le monde. Oui, son humiliation sera d'être jugé comme n'importe qui. Car si son crime est odieux, sa participation à un crime odieux, néanmoins, nous, notre grandeur, c'est que nous sommes, nous, une nation civilisée. La menace terroriste est toujours importante en France, le gouvernement le rappelle. Est-ce que ce climat, au passage, risque de peser sur l'élection présidentielle à venir ? Évidemment. Ça va changer quoi? En 2012, je voudrais rappeler que l'affaire Mera, les crimes commis par Mera le lundi 19, je m'en souviens bien, 19 mars, puisque la veille nous étions à la Bastille, pour célébrer la Commune, a complètement modifié l'élection. Elle a donné une espèce de prime à l'angoisse, à la peur, et à tout ce qui, dans le pays, pouvait s'agiter d'ethnicisme. Et vous pensez que ça peut être le même scénario cette fois? Oui, bien sûr. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas hystériser
la peur du terrorisme. Parce qu'il faut penser que c'est une bataille. Et dans cette bataille, il faut que nous gardions la main. Si nous donnons la prime à ceux qui nous agressent, nous passons nous-mêmes la corde au cou. Alors, si nous faisons peur à tout le monde, les terroristes ont gagné, disons les terroristes. Si nous, par exemple, nous coupons le pays entre disant « Ah les musulmans peuvent devenir des terroristes », on donne raison aux terroristes. Vous savez, le gouvernement, en tout cas, va proposer aux députés de prolonger l'état d'urgence jusqu'en juillet. Parce qu'il y a notamment le Tour de France, l'Euro 2016 notamment. Vous avez été contre l'état d'urgence depuis le début. Mais non, pas la première fois. Si vous voulez, dans les premières heures qui suivent un attentat, c'est bien parce que ça permet de se jeter sur l'adversaire. Et aujourd'hui, au bout d'un moment, l'effet de surprise n'existe plus par rapport au réseau. Quant au reste, ce sont des mesures de sécurité et de précaution, parce que dans l'état d'urgence, il ne faut pas croire qu'on est mieux protégé. Le système de protection reste le même. Inutile de prolonger l'état d'urgence. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est ce que parce je voulais que les questions ne sont pas en noir et blanc. Si vous ne supportez pas une réponse un peu sophistiquée, mais dites-moi. Bien, donc je vous explique que l'état d'urgence ne vous protège pas mieux, mais il permet des interventions sans la procédure judiciaire. En quoi est-ce que ça améliore notre sécurité? En rien du tout. Donc moi je redis, un peu de calme, et il faut affronter l'adversaire avec les moyens qui permettent de gagner, c'est-à-dire multiplier le renseignement humain, continuer à bien comprendre la psychologie de l'adversaire et surtout couper toutes ces lignes. Le financement occulte, primo, et deuxièmement, évidemment, tout faire pour arrêter la guerre à l'origine de ces attentats. Oui, c'est ce que vous dites. Vous êtes un des rares à dire ça, que c'est parce qu'on fait la guerre en Syrie qu'on a des attentats en France. Oui, ce qui ne veut pas dire que je propose qu'on arrête d'agir en Syrie. J'ai jamais dit ça. Je dis seulement maintenant, il faut à tout prix et vite, il faut arrêter la guerre. Parce que quand on arrêtera la guerre, alors les commandos seront coupés de leur base arrière. Pour ce qui nous concerne, nous Français, nous avons intérêt à l'arrêt de la guerre. On va parler de la situation en France, une France en ébullition, un véritable bouillon de rupture. L'opposition à la loi travail en a été le détonateur, des manifestations et des violences aussi. Un policier victime d'une fracture du crâne à Paris, des véhicules incendiés à Nantes, des échauffourées à Marseille et un jeune manifestant qui perd son œil à Rennes. Depuis le début de la contestation, jamais les débordements n'avaient été aussi nombreux. Quand on organise une manifestation, elle doit être encadrée, organisée, maîtrisée. Et à l'évidence, aujourd'hui, cette organisation et cette maîtrise n'existent pas. Pointés du doigt, les syndicats étudiants dénoncent les casseurs, mais parlent aussi d'une action policière contre-productive. Quand on voit nos collègues sur le terrain, on estime tout simplement que les consignes sont trop molles. Il y a de la fébrilité derrière tout ça. Nous, ce qu'on demande, c'est que nos collègues, demandent que ça d'ailleurs, puissent intervenir, puissent interpeller ces fameux casseurs, ces fameux voyous, et que les manifestants puissent manifester tranquillement. Aujourd'hui, les policiers et les Français attendent des actes. Donc il faut interdire ces mouvements. Depuis le début des manifestations contre la loi travail, plus de 400 personnes ont été arrêtées pour des faits de violence. Jean-Luc Mélenchon, deux thèses s'opposent. Celle du gouvernement... D'abord, laissez-moi protester contre vos images. Pourquoi? Parce que c'est une manipulation. On voit exclusivement des gens encagoulés qui assaillent des forces de police. On ne voit aucune autre violence et on résume tout le mouvement de la loi El Khomri à ce genre de scène de barbarie. Non, c'est une scène pour vous poser une question. Non. C'est de la manipulation. Attendez, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez à la manifestation à Paris. Monsieur, il y a un jeune homme qui a perdu un œil d'un tir tendu. Il y a des gens qui se font tirer par les cheveux, roués de coups à terre. Ce n'est pas la morale de la police républicaine qui est mise en œuvre. Il faut essayer de comprendre comment on en arrive là. C'est ça qui est important. C'est la question que je vais vous poser. Ah ouais. Parce que les syndicats disent il y a de la violence policière et le gouvernement dit attention, c'est aussi aux syndicats d'assurer l'ordre. Qui a raison dans l'histoire? Vous étiez, vous, dans la manifestation? C'est incroyable qu'un gouvernement ose dire que c'est aux syndicats de garantir la paix et l'ordre dans une manifestation. Les syndicats mettent un service de sécurité de manière à faire en sorte que les alentours soient paisibles. Mais c'est à la police républicaine de maintenir l'ordre quand il est perturbé. Et moi, ça fait plus de 15 jours que j'ai alerté par un post sur mon Facebook. J'ai dit, je vous mets en alerte contre la violence. On doit dire d'abord, comme l'avait dit le syndicaliste policier, M. Delplace, un policier qui frappe un homme à terre, ou qui tire quelqu'un par les cheveux, ou qui fait un tir tendu, se déshonore. Mais à l'inverse, les nôtres, en aucun cas ne doivent s'associer à ces violences. En aucun cas. Alors comment on fait le tri? Nous n'avons aucune gloire à tirer du fait qu'un policier soit grièvement blessé par une pierre. Aucune gloire. Alors, ça me fait mal au cœur, pour lui comme pour le monde qui a perdu son œil. Vous étiez dans les manifestations, vous avez vu, c'est difficile quand même de savoir d'où viennent ces casseurs. Non, monsieur, ce n'est pas difficile.
C'est une erreur et une malveillance absolue du haut commandement de la police. Parce que lorsqu'on C'est grave, enferme... c'est des accusations graves. Parce que c'est quand très vous grave dites ça, ce que je quand dis. vous dites ça, vous pointez du doigt aussi le ministre de l'Intérieur. Je pointe du doigt que le ministre de l'Intérieur. Ces hommes que vous voyez avec leur uniforme sont des hommes qui obéissent, et encore heureux qu'ils obéissent. Mais quand vous enfermez toute une population sans aucune issue pour sortir, comme ça a été fait place de la Nation, quand vous barrez un pont et que vous permettez aux casseurs d'être tranquilles pendant plus d'un quart d'heure sans en intercepter un seul, alors vous provoquez de manière délibérée la violence. Et quand vous avez des milliers d'heures de travail non payées à des policiers exténués par l'état d'urgence et cette mobilisation permanente, vous poussez ces hommes jeunes à être excédés. Attendez, moi, je suis pour la tranquillité publique. Je suis absolument contre toutes ces violences. Mais je voudrais qu'on soit clair là-dessus, parce que je disais, ce sont des accusations graves qui atteignent même le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je vous ai dit le ministre de l'Intérieur. J'ai compris. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur doit quitter ses fonctions? Qu'est-ce que vous... Attendez, monsieur, vous êtes en train de jouer à qui plus buzz que moi. Moi, je vous parle d'une situation grave. Au rythme où on va, quelqu'un va mourir. Au rythme où on va, quelqu'un va mourir. Parce que la violence est chaque manifestation un peu plus élevée. D'un côté, des charges de plus en plus violentes. Je demande que le ministre rappelle des règles. Pas de tir tendu. Pas d'utilisation de flashball pendant les manifestations. Pas de présence de la BAC pendant les manifestations. La BAC n'est ni équipée ni organisée pour ça. Deuxièmement, nous sommes capables de dire, et nous ne cessons de répéter, et je demande à mes amis de répéter, pas de violence. Sinon, mes amis, regardez-moi, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de la puissance des 500 000 personnes manifestant contre la loi El Khomri? Non, on ne parle que d'une chose, de la violence. Et M. Letellier me fait un numéro depuis 3 minutes sur la violence et qui a peur à regarder qui on voit. Un malheureux policier qui, sans doute, est dans un instant de Jean-Luc souffrance. Mélenchon, c'est pas ça, vrai, c'est pousser les gens les uns contre les autres. Parce qu'on va parler de la loi El Khomri. Nous allons parler de la loi El Khomri, mais avant, je veux dire solennellement que nous n'avons pas intérêt, dans une grande démocratie, à nous abaisser à la violence. Ni les uns ni les que autres. Ce ministre qui a déjà, mais bien sûr, d'abord, il n'y a pas les uns et les autres, c'est le même peuple. Hein. Et la police républicaine, c'est pas c'est pas une milice. C'est la police de l'État et de la République. Donc elle a des règles d'éthique et elle les applique, à condition qu'on ne la pousse pas à bout, comme le commandement est en train de le faire. On va parler de la loi El Khomri, parce que tout cela, c'est des mouvements contre la loi El Khomri, les manifestations dont on parle. Et il faut le rappeler. On y vient. Et ça vient en discussion à l'Assemblée nationale à partir de mardi. Ce matin même, Myriam El Khomri, ministre du Travail, a dit « Dans 6 mois, tout sera mis en place pour cette loi. Il y aura un débat à l'Assemblée. » Donc on se demande maintenant ce qui peut empêcher réellement cette loi de passer. Eh bien, d'abord, évidemment, on a là affaire à un gouvernement qui a une mentalité qui est certainement la plus dure qu'on ait jamais vue. Même la droite ne faisait pas ça. Car voyez-vous, les manifestations, l'opposition, les pétitions, tout ça fait partie de la démocratie. Il n'y a pas d'un côté le Parlement, avec sa majorité Godillot, et puis de l'autre côté le peuple français. C'est en tout. Il faut que ça circule. L'intelligence d'un gouvernement, c'est pas de se durcir et de dire on ne parle de rien à personne, on ne veut rien savoir, ça passera comme ça. Oui, bon, elle disait déjà ça au début. Ils ont déjà enlevé plus de 20 pages de leur texte. Il en reste encore quelques bouts absurdes, les pires. C'est-à-dire un code du travail par page. Qu'est-ce qui peut arrêter? Le vote des députés. Tous les députés ne sont pas aux ordres. Ouais, enfin, vous croyez vraiment qu'il peut y avoir une majorité contre la loi El Khomri aujourd'hui? Il n'y aura pas de majorité pour l'instant. Non mais la droite a dit que c'était pas assez à droite, à son avis. Donc elle ne votera pas. Ensuite, dans les socialistes, vous en avez toute une série qui ont dit nous, on ne votera pas ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de majorité. Donc elle peut toujours dire ce qu'elle veut. Et ce qu'elle dit est d'autant plus regrettable qu'elle est en quelque sorte en train de rendre acharnés les gens. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut plutôt être plus souple en ce moment. Je vous le redis, c'est pas une bonne ambiance que toute cette violence. Elle vient jeter de l'huile sur le feu en disant ça sert à rien. Dans ce contexte, quand même, 2 bonnes nouvelles qui sont tombées cette semaine, c'est la reprise de la croissance et la baisse du chômage. 60 000 inscrits en moins à Pôle emploi. Alors quand François Hollande dit « la France va mieux », est-ce qu'il a complètement tort? Oui, et je trouve que c'est très cynique de sa part de jouer comme ça avec les nerfs des gens, parce que vous avez quand même des millions de personnes qui n'ont pas d'emploi. Et il y a 600 000 chômeurs de plus que quand il est arrivé. Cela, le stock n'a pas baissé. Hein. Vous avez 1 200 000 personnes de plus inscrites à Pôle emploi. Donc, ils jouent avec leurs nerfs. Il leur dit ça va mieux. Donc, en gros, si vous êtes encore au chômage, c'est de votre faute. Non, c'est pas de leur faute. Et je crois qu'il ne mesure pas sa parole. Il n'en calcule pas la portée humaine. Maintenant, regardons les choses froidement. Si ça va mieux, tant mieux. Mais hélas pour nous, la tendance générale en Europe, et pourquoi la France y échapperait-elle, est à la décroissance.
et non pas à la reprise de l'activité. Quoique le banquier central ait injecté 1000 milliards d'euros dans l'économie réelle. Et pourtant, il ne se passe toujours rien. L'économie nord-américaine est décroissante. L'économie chinoise est décroissante. Donc ça ne peut pas s'améliorer, c'est ce que vous voulez dire. Dans les conditions actuelles, non. Cependant, j'ai observé, il y a une certaine ironie des situations. Le petit sursaut de l'indice de croissance, hein, le petit sursaut, c'est tellement plat, dès que ça bouge un peu, on dit « Ah, merveille !» Bon. Eh bien, il est lié à deux choses qui ont été mes arguments depuis toujours. Un, la consommation populaire. C'est donc bien la preuve que c'est la demande qui stimule les carnets de commandes et pas l'offre. Et deuxièmement, c'est ces fameux sous-marins. Je fais juste remarquer oui, justement, c'est une bonne nouvelle, ça, les sous-marins vendus. Oui, c'est une très bonne nouvelle, mais les sous-marins, c'est quoi? Une entreprise publique des CNS, et qu'est-ce que c'est? C'est l'économie de la mer. Je préférais qu'elle fût appliquée à autre chose qu'à des sous-marins militaires. Mais ce qui est pris est pris, c'est ce que vous dites. C'est bien la démonstration du fait que c'est là qu'est pour nous le créneau d'expansion de la France. Alors, on va parler de vous. Il y a 3 mois, juste, vous annonciez votre candidature à la présidentielle. Non, ma proposition. Mais on va revoir ça. C'est très important. Un coup d'accélérateur, c'est un pari. Dans les sondages, la faiblesse de François Hollande vous profite en ce moment aussi. Et vous rentrez d'une tournée au Québec. Une tournée. Je vous propose ma candidature pour l'élection de 2017. Ils lui en veulent un peu, les anciens camarades, d'être partis devant, sans primaire et sans eux. Lui, il a proposé sa candidature, il a commencé sa campagne. Bon, d'autres peuvent proposer leur candidature. J'ai regretté la décision de Jean-Luc Mélenchon de déclarer une candidature en solitaire. Un sondage le place devant, j'ai bien dit devant François Hollande au premier tour de la présidentielle. Les problèmes économiques, le chômage, l'abandon de la déchéance de nationalité. Depuis le début de l'année, le destin de François Hollande s'obscurcit. Les mauvais sondages se répètent. Nous sommes morts. Avoue même fin février l'un des conseillers du président. Alors que la gauche est divisée, l'exécutif affaibli, c'est l'heure de vanter le bilan du quinquennat de François Hollande. Avec lui, président, nous avons créé le tiers payant généralisé. On est critiqué, tout le temps critiqué, mais regardez quand même ce qu'on a fait, c'est ça. Nous sommes allés voir si les militants socialistes, quant à eux, gardaient le moral malgré les mauvais sondages. Tenir un discours, de dire mais oui ça va aller mieux quand les chiffres sont négatifs, effectivement c'est un peu compliqué. Son entourage affirme même que des militants et des élus socialistes frappent à la porte, demandent à le voir pour un café, une prise de contact. En visite en Bretagne, à la ferme, Jean-Luc Mélenchon est venu tester ses nouvelles idées écolo sur un éleveur bio. Mélenchon, candidat, s'est mis en mode séduction. Edouard, vous êtes calmé quand même, je trouve, depuis quelques temps. L'anticapitaliste secoue les futurs patrons d'une école de commerce. Non, tout n'est pas marchandise, pauvre diable. Il y en a un paquet là qui doit être bien à droite, hein, enfin à droite quoi. Mais réfléchissez, ça se voit dans les yeux. N'oubliez pas, j'ai été prof, je vois dans les yeux. Le cofondateur du Parti de gauche était en fin de semaine dernière au pays des Caribous où il a fait un carton. On le croyait peu connu ici, pourtant il fait difficilement 2 coins de rue sans se faire accoster. En tout cas, celui que plusieurs voient comme un Bernie Sanders français n'est pas à court de rêve. Jean-Luc Mélenchon, vous rentrez du Québec. Vive le Québec libre? Vous parlez à qui là? À mon cœur, évidemment. Oui. Vous auriez pu reprendre cette phrase de Charles de Gaulle? Je peux le dire ici, chez moi, en France. Il eût été très malvenu de le faire là-bas, parce que les Français aiment tellement le Canada, et surtout le Québec, qu'ils finissent par oublier que c'est un autre pays. Quoi. On ne va pas là-bas dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on parle la même langue. On respecte les gens quand même, donc on ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Une autre petite question rapide. Mais je peux vous dire que beaucoup de Québécois sont indépendantistes, et que pour nous... Réfléchissez une seconde, on fait une petite pause. La francophonie, mais non, écoutez-moi. La francophonie sera le 3e groupe linguistique du monde aux alentours de 2060. La francophonie pourrait devenir un espace politique au lieu de cette absurdité qu'est l'Union européenne, qui est une espèce de vieux souvenir du 19e siècle. Et donc cet espace politique-là, il serait magique. Et les Québécois sont un peuple fantastique parce qu'ils pourraient nous en remontrer sur bien des sujets. La présidentielle de 2017 arrive. Sera-t-elle celle du temps des surprises? Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique de Paris Match, est avec nous ce midi. Bonjour Bruno. Bonjour Francis, bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour.
Donc vous êtes reparti en campagne, ça fait presque 3 mois, vous avez pris tout le monde de court, mais votre pari, il faut le dire, semble payer, puisque les dernières enquêtes présidentielles vous créditent de 12 à 16% selon les instituts et les scénarios, donc bien plus. C'est haut, ça. Donc bien plus qu'en 2012. Ça commence bien, il va falloir quand même tenir 1 an. Alors ma première question est simple, quelle sera votre stratégie pour tenter de faire mieux que vos 11% et votre 4e place il y a 4 ans? Bon, j'ai l'expérience d'une campagne. C'est pas rien parce que ça aide à réfléchir. La dernière fois, j'ai démarré à 3-4%. Et j'ai fini à 11 avec 4 millions de voix. Donc, il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qu'il faut savoir reproduire. Ma stratégie va être de nous enraciner. Car les vagues médiatiques, les modes, les effets de surprise vont déferler. Et à coup de sondage, à coup de petits événements, beaucoup d'esprits vont chavirer. Moi, je dois construire en profondeur. Et la France insoumise, elle doit garder sa volonté et en même temps s'instruire. Nous avons besoin d'un peuple instruit pour cette élection. Mais c'est combien de personnes, la France insoumise? Alors, à ce jour, c'est 100 000 qui ont apporté leur appui. C'est pourquoi laissez-moi juste finir un point. Donc, l'alpha et l'oméga de ma campagne, c'est le programme. Il faut que les gens entendent comment je compte sortir ce pays avec les amis qui sur sont quel là. thème va se jouer cette présidentielle? Est-ce que c'est le chômage, comme on le pense plutôt à droite? Est-ce que ce sont les questions sur les migrants, comme le dit Marine Le Pen? Ou bien la question de l'identité, comme vient de le suggérer Manuel Valls? Tout se tient, mais franchement, il y a mieux à faire dans un grand peuple que d'avoir une discussion qui a un intérêt dans un cénacle universitaire ou... Bon, l'identité, franchement, on ne vote pas pour l'identité. On vote pour un programme, ce que nous allons faire pendant 5 ans. Soyons un peu pragmatiques, concrets, et pas dans les nuages. Alors on peut aussi parler pendant toute l'élection des migrants. Qu'est-ce que ça va changer à notre vie? Rien du tout. Le fond de l'affaire, c'est d'abord qu'il faut retracer une ligne d'horizon pour la patrie, quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin. Et la première question à régler, c'est évidemment l'emploi. Il faut que chacun puisse retrouver une activité, et surtout le pays a besoin de tous ces millions de gens qui savent faire des tas de choses. Donc pour moi, c'est le point numéro 1. D'accord. Et ensuite, il y aura, évidemment, d'autres points. De l'indépendance de la France. D'accord. Dans tous les domaines. Juste un point quand même, vous aurez une question fondamentale à régler, enfin une question accessoire mais importante. Vous aurez les 500 signatures, qui va vous les donner, le Parti communiste? Vous avez raison de m'interroger sur ce point, parce que je n'ai aucune garantie à cette heure. Et je me permets de dire que ça serait quand même un problème pour la démocratie de ce pays que je ne puisse pas être candidat parce qu'il me manquerait des signatures de notables. Or, la règle du jeu a encore changé. Et elle a durci les conditions dans lesquelles on peut avoir ces 500 parrainages. Les règles du jeu existent. Est-ce que le Parti communiste va vous aider ou pas? Attendez, c'est pas le sujet. Le sujet, non monsieur, je dis. Nous sommes ici et plein de gens nous écoutent, ils aimeraient avoir une idée de est-ce que le monde peut changer. Lionel Jospin avait proposé dans le rapport que lui avait commandé François Hollande qu'une des réformes, ce soit que 150 000 citoyens puissent parrainer directement, sans qu'on soit obligé d'aller faire la quête avec son béret d'une fédération d'élus à l'autre. Aujourd'hui, les socialistes ont, paraît-il, décidé de me bloquer. Déjà, ils m'injurient en ligne. Moi, voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir toutes les fédérations d'élus. Vous m'entendez? Toutes. De droite, sauf celle d'extrême droite, bien sûr. De droite, de gauche. Et à tous, je vais leur dire, écoutez, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi. Je vous demande de me permettre d'être candidat et de proposer mes idées aux Français. Alors, si François Hollande se figure qu'il va en avoir fini avec moi et avec ce que je représente, simplement en m'empêchant d'être candidat, il joue avec le feu. Justement, vous parlez de François Hollande. Est-ce que vous imaginez qu'il ne soit pas candidat l'année prochaine? J'ai dit une fois comme ça, c'était pour lui gâcher son week-end, qu'il ne serait pas candidat. Moi, je pense qu'on n'en sait rien. Mais justement, comme on n'en sait rien, et que toutes les élections sont des surprises dans ce pays, mieux vaut s'installer dans ce que l'on a à faire et ce que l'on espère. Il faut qu'on change la France, parce que vivre comme ça, c'est plus possible. Trop de pauvreté, trop de difficultés. Monsieur Jeudi, vous êtes un journaliste, et pas moi. Alors, je voudrais vous demander, comme journaliste, ce que vous pensez de ce qu'étaient les titres il y a exactement maintenant 50 ans, en 2011, lorsque vous annonciez que dans tous les cas, Madame Le Pen serait au 2e tour et que dans tous les cas, Monsieur Sarkozy serait éliminé, alors que ça a fini qu'il a failli battre François Hollande et que Madame Le Pen n'a pas été au 2e tour. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'était pas tout à fait ça. Non, mais ça vaut la peine de revenir. Non, mais je dis pas ça. C'est pas pour vous embarrasser, Monsieur Jeudi, ne le parlez pas personnellement. C'est pour montrer que souvent on dit n'importe quoi et que c'est tout à fait dommage d'être obligé de commenter n'importe quoi. Venons-en à un homme qui fait les titres actuellement, Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes choqué qu'il fasse campagne en même temps qu'être ministre? Non, non, je ne suis choqué de rien. Il y a une ambiance
de complot de palais, on n'y peut rien, ni vous ni moi. Bon, ils s'entretuent entre eux. Bon, peut-être que ça les distrait de leur tâche principale. Mais il est peut-être en train de vous prendre de court parce qu'il a lancé des marcheurs qui vont aller sonner à toutes les portes. Il fait du Mélenchon. Oui. Ah bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas trop d'imagination, le garçon, parce que son mouvement s'appelle En Marche, ce qui était le nom de la web-série de ma campagne. Mais enfin, passons. Vous savez, j'ai déjà entendu ça. On me dit, oui, c'est le renouveau. Alors, mais attendez, les gens sont en train d'être en grève, en manifestation contre les lois que suggère cet homme. Ouais. Les gens sont réunis sur une place pour essayer de faire vivre une autre démocratie que celle que cet homme défend avec la Ve République. Et vous voudriez que ce soit un modèle. Mais ça n'existe que dans vos unes de journaux. Bruno. Ça n'existe pas dans le pays. Bruno. Bernie Sanders, on l'a vu dans le reportage, c'est un peu votre nouvelle référence en 2016. Il est en train de se heurter la machine démocrate. Est-ce que c'est pas ce qui va vous arriver avec la machine socialiste, la machine communiste? C'est possible, mais il faut essayer. Il faut avoir l'inépuisable patience qui a animé notre camp pendant tant de générations. Bernie Sanders n'est pas une référence à proprement parler, c'est un point d'appui. Si M. Sanders gagnait la primaire aux États-Unis, il battrait M. Trump, c'est ce que disent les sondages, et donc le monde changerait, parce que Bernie Sanders ramène la gauche américaine là où elle doit être, c'est-à-dire sur les questions sociales, gratuité des études, soins pour tous, etc., etc. Et moi, c'est ce que je veux faire, c'est ramener les questions de la vie quotidienne dans l'élection de 2012. Enfin, assez de blabla. Comment va-t-on travailler? Comment va-t-on payer son loyer? Va-t-on être soigné? Merci. Alors après, mais Sanders fait une belle campagne. La presse nord-américaine est pire que la presse française, l'insulte tous les jours, le traite. Il a une patience extraordinaire, peut-être parce qu'il a 10 ans de plus que moi, donc ça lui donne plus de coffre. Mais c'est magnifique. Mais dans ses interventions, il n'est pas plus gentil que vous, un peu? Dans le style, il n'est pas un peu plus gentil, moins dur? Il parle moins durement de Hillary Clinton que vous de François Hollande? Peut-être, mais il y a aussi des gens qui apprécient ma manière de parler. La preuve, il y en a 100 000 déjà qui appuient ma candidature. Merci. Et il en est resté 10% constant en dépit de tout ce qui m'a été fait pendant les 5 dernières années pour m'apprécier. Alors je vous garantis que je vais essayer de faire mieux si ça vous arrange, mais pas pour vous arranger, pour m'arranger. C'est dit, Bruno, c'est dit. Merci Bruno d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle. Il nous reste très peu de temps. Du TAFTA, le traité transatlantique qui est en négociation depuis 3 ans entre l'Europe et les États-Unis pour créer un grand marché mondial. François Hollande dit que la France est sur le point de ne pas le signer, faute de garanties, notamment sur les normes sanitaires et environnementales. Nicolas Sarkozy est sur la même ligne. Tous ces gens-là vous rejoignent. Vous êtes rassuré aujourd'hui? Rassuré, non, mais je suis content. Vous savez, j'ai commencé le premier, et tout seul. À l'époque, ça saoulait tout le monde, le grand marché. Maintenant, ils prennent ces positions. Mais je n'ai aucune confiance en eux, parce que François Hollande avait déjà dit qu'il renégocierait le traité budgétaire avec Madame Merkel. Il ne l'a naturellement pas fait. Donc vous le mettez au défi. Le même François Hollande avait dit il faut aller vite. Faire vite n'est pas un problème, c'est la solution, sinon tout le monde va se crisper. Eh bien, tout le monde est crispé. Et je voudrais dire aux Français ceci. En 2017, vous aurez le traité de libre-échange avec les États-Unis, le traité de libre-échange avec le Canada, et un nouveau traité européen qui est en train de se préparer en cachette. Donc, l'année 2017, vous ne voterez pas seulement pour un président de la République qui s'occupe des affaires de la France, vous voterez pour quelqu'un qui va devoir tenir tête à tous ces gens. Et à propos d'Europe, les Anglais, eux, ils vont devoir dire d'ici 1 mois et demi s'ils restent ou non dans l'Union européenne. C'est le fameux Brexit. Oui. Si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, quittait l'Union européenne, si le non l'emportait, est-ce que ce serait une catastrophe? De toute façon, le point final est atteint. À partir de maintenant, l'Europe est entrée en décomposition. Si les Anglais restent, ce sera à des conditions insupportables. Ils ont obtenu toutes sortes d'arrangements avec le reste de l'Europe, le refus de l'intégration, le refus de droits sociaux, enfin une honte. S'ils restent, c'est à des conditions honteuses. S'ils s'en vont, ce sera le début de la fin, parce qu'évidemment, la secousse sera terrible. La vérité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû entrer, et maintenant, les voici qui sortent, comme ils le font en général dans leur histoire. S'ils sortent, c'est pas grave. Je ne dis pas ça. Je crois le contraire. Je crois que s'ils sortent, ce sera le début de la fin pour l'Europe. Et ce que je redoute, ce n'est pas tant l'échec qui me paraît consommé de l'Europe, que les conséquences de cet échec, c'est-à-dire la montée des nationalismes partout. Et c'est mon devoir de proposer une autre issue aux Français que l'enfermement dans ces comportements étroits et bornés. Ce sont quelques-unes des pistes, en tout cas, pour 2017, on l'a bien compris. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche ce midi.